Bonjour Cécile Comics et me voici de retour avec une vidéo consacrée à un énorme bouquin que j'attendais depuis très très longtemps, qui est l'artiste édition de John Byrne sur les X-Men. Alors c'était un peu une arlésienne depuis plusieurs mois, mais ça valait le coup d'attendre. Je vais vous présenter quelques pages pour vous montrer un petit peu. Un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas les artistes éditions, donc c'est publié par le studio, l'éditeur IDW en fait. Et le principe, c'est tout simplement de proposer des scans haute définition, des planches en fait de différents artistes. Alors des fois ça peut être une œuvre entière, des fois c'est des compilations de planches. Ils en ont fait sur tout un tas d'artistes très très différents. Jim Lee, récemment Michael Golden. Il y a un prochain qui arrive avec Chris Samnee. Il y avait déjà eu Daredevil aussi qui avait été fait là-dessus. Walter Simonson, etc. Donc il y a vraiment plusieurs très très belles éditions qui sont quand même relativement assez chères. C'est entre 100 et 150 euros, ça dépend un petit peu. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez le voir, en fait, on a une présentation donc, de tout un tas de pages différentes. Ici, vous allez voir des pages d'épisodes d'X-Men très très connus dessinés par John Byrne et scénarisés par Chris Claremont, généralement ancrés par Terry Austin. Et donc vous voyez, en fait, c'est vraiment des scans haute résolution des planches originales. Alors ces planches, elles ont pu être soit gardées par l'artiste, soit récupérées auprès de personnes qui les ont achetées. D'ailleurs, vous allez voir à certains moments sur certaines planches, on voit des dédicaces, des signatures des artistes. Et ce qui est intéressant, c'est que en fait, on voit ici l'œuvre à la taille en fait que l'artiste l'a dessinée. Pour vous donner à titre de comparaison, un petit exemple, un comics normal, c'est cette taille-là, en fait, à peu près. Donc vous voyez déjà la différence et la réduction qui est faite après au niveau des planches, ici. Donc voilà, donc c'est l'occasion. Je vais pas sortir l'omnibus de cette période-là parce que l'omnibus est un petit peu plus grand, la taille est quand même différente. Donc là, vous allez voir réellement la page telle qu'elle a été, à la hauteur, en tout cas à la taille à laquelle elle a été dessinée par John Byrne et ancrée par Terry Austin. Alors bien évidemment, c'est une période extrêmement connue des X-Men, pour ne pas dire culte. Je pense que c'est encore la période préférée de tout un tas de personnes. Ce qui est intéressant ici, c'est que on a vraiment, non pas des épisodes complets, bien qu'il y ait quand même pas mal de pages qui se suivent, mais vraiment des épisodes quand même assez connus. Alors là, voilà, par exemple, ici, l'épisode 100, alors, j'arrive pas à très bien lire, c'est 104 ou 109. Et je suis pas très 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 bon pour connaître tous les épisodes des X-Men par cœur, mais voilà, moi ça c'est un des premiers épisodes que j'ai lu des X-Men à l'époque, avec notamment l'arrivée de Vindicator, enfin qui s'appelait Vindicator à l'époque et qui a pris le nom de Guardian, d'Alpha Flight, qui venait chercher Wolverine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ici on voit quand même que John Byrne est arrivé sur la série, donc il avait fait déjà pas mal de trucs. Il avait fait si je me souviens bien, du Marvel Team Up, du Iron Fist. Donc on n'est pas encore, et on le voit un petit peu au niveau des visages, même qu'on n'est pas encore dans le John Byrne, j'allais dire le plus adulé. Là on le voit par exemple, son visage de Wolverine n'est pas encore tout à fait posé, il ressemble encore pas mal finalement à son pendant de la Légion, en fait, la Légion des super-héros chez DC, un petit peu. Le nom m'échappe de ce personnage-là, mais le costume ressemble un petit peu. Donc il a encore une tête un petit peu, j'allais dire, animale. Et on sent que John Byrne prend ses marques un petit peu dans ses premières planches. Alors ça n'empêche pas que ça reste extrêmement qualitatif, hein, bien évidemment, mais on est encore un tout petit peu loin quand on observe les visages, que ce soit son Nightcrawler, son Colossus aussi, ou même les personnages féminins. On a des fondamentaux qu'on va adorer dans son style après, mais on n'est pas encore exactement au pic, on va dire, de son style. Donc là, par exemple, on voit aussi la question des proportions par rapport à Xavier ou par rapport aux autres personnages. Mais ce qui est vraiment intéressant, déjà, c'est de se rappeler et de voir qu'un artiste aussi talentueux que John Byrne a lui aussi tâtonné un petit peu à certains moments au début de sa carrière, mais on voit la courbe de progression. Bon, je reviens à cette image que j'adore. Effectivement, c'était un épisode qui m'avait beaucoup marqué parce que effectivement, ça permettait de revenir un petit peu sur le background de Wolverine.
de découvrir le personnage de Gardien, et puis après donc que j'avais suivi dans Alpha Flight. Là, on commence vraiment à rentrer, dans ce qui vont être les caractéristiques de John Byrne, à savoir, bah, une anatomie, toujours très très maîtrisée, des personnages très, très beaux. Ça, c'est vraiment un truc, que l'on va retrouver. John Byrne est pour moi un des artistes qui arrive à rendre vraiment très, très beaux tous les personnages, et je dis pas forcément beau au sens, avec des beaux traits, genre top modèle pour les femmes, et pour les hommes. Non, c'est juste beau, c'est-à-dire leur donner un petit peu la représentation la plus avantageuse pour eux, quel que soit leur physique, qu'ils soient un peu monstrueux ou pas. Ça reste, il y a une espèce d'esthétique, chez John Byrne dans le dessin et dans la définition des designs que j'ai toujours trouvé, très impressionnante. Là aussi, donc c'est un épisode avec, donc là encore une fois, c'est des pages, là il y a page 17, là il y a page 26, ça ne se suit pas, c'est assez logique. Mais c'est pas très grave parce que c'est pas le but, ce n'est pas de suivre les épisodes et le récit, c'est vraiment de voir, vraiment le dessin tel qu'il est construit. On peut remarquer par exemple qu'il y a peu de traits de construction par rapport à d'autres artistes éditions où on voit, beaucoup de crayonnés, beaucoup de traits bleus, par exemple de traits bleus de construction ou de dessin. Là, il y en a pas beaucoup. On en voit un petit peu, alors il faut vraiment regarder de très près de temps en temps, mais ça reste quand même, très, très propre. Alors, on voit par exemple ici des positionnements de bulles parce que les bulles, étaient intégrées. C'est pas comme aujourd'hui où en fait le lettrage se fait après en numérique. Là, on a vraiment un lettrage à la main et donc on le voit, il y a des corrections, il y a des moments où, le texte a été modifié. On voit aussi que là, encore une fois, des petits traits, parce que la bulle devait être a priori plus grande. De temps en temps, on va voir, des corrections au blanc. On voit aussi, bah, par exemple, que là, les planches sont altérées quand même, qu'elles ont été assez abîmées, un peu jaunies. Donc c'est aussi, intéressant parce qu'elles datent quand même d'il y a un paquet d'années. Ah, on est à presque, ouais, je dirais 40 ans à peu près, peut-être un peu moins, sur ces pages. Voilà, une magnifique splash page. Alors, qui était effectivement, très, très cliché, j'allais dire, dans le côté, demoiselle en détresse. Et j'avais lu effectivement des gens qui disaient que, c'était une représentation de Storm qui était encore, bah, voilà, qui pouvait malgré ses pouvoirs, malgré son caractère et la personnalité que Claremont lui a construit au fur et à mesure, être représentée comme une demoiselle en détresse. En plus, là, cette page-là, elle est vraiment très, j'allais dire, heroic fantasy. Elle fait beaucoup penser à l'imagerie de heroic fantasy comme, ce que faisait Frazetta par exemple, donc avec ce côté un monstre qui est en train de tenir une demoiselle en détresse, très belle, très sexy, et cetera. Je pense que vraiment c'était l'approche de cette image-là. Et puis on voit aussi effectivement que, bah, voilà, on a des doubles splash pages qui sont vraiment, vraiment magnifiques, qui aussi montrent, et là c'est là ce que je trouve aussi très intéressant, la façon aussi dont John Byrne travaillait un petit peu, les muscles. Moi c'était un point qui m'a fallu, un petit peu de temps pour remarquer, mais cette façon en fait qu'il a de toujours suggérer, quand même un certain volume dans les muscles, mais sans forcément rentrer une représentation très, très détaillée, comme on peut le voir aujourd'hui où on a vraiment certains artistes. Aujourd'hui, je pense notamment, sur des titres aujourd'hui comme Superman ou Batman et tout, qui vont avoir des représentations de la musculature très réalistes, ou même ce que fera plus tard Jim Lee, ou qui va beaucoup travailler, les ombres, et tout un tas de traits pour, vraiment caractériser les volumes des muscles. John Byrne, c'était pas tout à fait le cas. On retrouvait un petit peu comme ici là, voilà, ces effets de traits pour donner un peu d'ombre, un peu de lumière. Mais finalement, il avait une représentation assez simplifiée. On le voit ici au torse, de Khazar, par exemple. Il y avait vraiment toujours un peu cette structure, très simple. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'était très tentant quand on apprenait à dessiner, de commencer à essayer de copier un peu sa musculature, qui était, faite vraiment de blocs assez identifiables. Et avec, comme ici, l'épaule ou l'avant-bras, finalement des figures, assez récurrentes dans la façon de représenter, ces parties-là du corps. Il y avait ce plan aussi, que j'avais trouvé, assez incroyable avec ce travail sur les volumes des muscles, dans le dos, de ce personnage-là, dont le nom m'échappe, mais ça me reviendra. Parce que c'était une histoire qui se passait au Japon, et Magnus, je crois que je dirais Magnus, un truc comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire, hein, je pense qu'il y a des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi en X-Men. Euh,
L'autre point aussi qui est vraiment intéressant chez John Byrne, c'est toujours cet équilibre entre les détails et puis aussi des pages beaucoup plus épurées. Là, typiquement, on est quand même dans les années 80, je crois, je dirais. Je pense, ouais, c'est les années 80, cet épisode-là. Et en fait, on est quand même déjà dans une approche qui est avec un storytelling qui est absolument, absolument limpide, mais qui en même temps, et c'est là toute la force de John Byrne pour moi, qui commençait déjà à rentrer dans une forme de modernité avec des effets comme là ici par exemple, cet effet de bande en fait de vitesse avec un effet un peu zoom arrière et qui permet de vraiment cadrer la scène pour montrer le suspense en fait au moment où il arrive à s'arrêter à la dernière minute. Donc vraiment un enchaînement ultra dynamique. Et puis cette capacité aussi à de temps en temps, sans forcément rechercher la pin-up la plus belle et j'allais dire la plus commerciale, à pouvoir mettre un focus sur certaines pages. C'était quand même une époque où il y avait encore j'allais dire une narration un petit peu plus dense, en termes de même si on retrouvait, des splash pages et notamment ces pages d'intro aussi, un petit peu plus dans les épisodes. Il y a aussi des doubles splash pages, vous allez voir, mais on avait quand même une certaine densité, du fait du scénario tout simplement et aussi du fait que les récits étaient moins décomposés. Évidemment, moi je suis assez fan d'Alpha Flight même si, la série a plein de lacunes et que John Byrne l'a dit plusieurs fois qu'il n'était pas fan de ses personnages finalement et de ce qu'il avait fait. Moi j'aimais beaucoup cette série, en grande partie à cause du dessin évidemment, mais aussi, j'en reviendrai un jour, par le fait que c'était une série de super-héros, mais qui finalement était très terre à terre dans son approche, et puis en plus avait un petit côté horrifique d'ailleurs qui est très bien expliqué dans un article sur le site, sur le blog de Bruce Lee, que je vous conseille de lire. Donc avoir ce scan de l'apparition d'Alpha Flight, c'est vraiment un grand kiff. On voit que le design de Sasquatch va évoluer après un petit peu plus tard. On voit aussi que les visages de Vega et Aurora, enfin Northstar en l'occurrence, ont des formes un petit peu, des yeux, un nez, des oreilles un petit peu différents de ce qu'il fera un petit peu après plus tard sur Alpha Flight. Ce qu'on remarque aussi, c'est que chez John Byrne, et qu'on voit bien ici, c'est quand même l'extrême finesse de son dessin et aussi derrière, effectivement, l'extrême finesse de l'ancrage de Terry Austin. Que ce soit ici sur les textures ou les détails de la voiture, les décors, là, tout ce qu'on peut voir ici sur les arbres, bien évidemment sur Wolverine, sur son visage, il y a vraiment une très très grande finesse. Ce qui va effectivement être un petit peu différent de ce qu'il fera plus tard, quand il va s'ancrer lui-même, où en fait on va avoir quand même quelque chose d'un peu plus, un trait un petit peu plus épais. Moi j'aime beaucoup aussi, parce que fondamentalement j'aime la façon dont il représente les visages, l'anatomie, la façon dont il découpe, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'une des raisons pour lesquelles cette époque a extrêmement marqué, c'est qu'il y avait quand même cette extrême qualité, cette extrême précision dans le dessin. Un petit Spider-Man par John Byrne. Curieusement, c'est pas un des personnages que je préfère dessiner par John Byrne. Pourtant, je pense que John Byrne dessine vraiment quasi parfaitement tous les personnages, que ce soit Superman, Batman, les X-Men évidemment, les 4 Fantastiques, etc. Il y a vraiment Hulk. J'aime beaucoup toutes ces représentations de tous les personnages Marvel classiques. Et chez DC aussi énormément. Beaucoup de personnages, je trouve, sont vraiment très très beaux, y compris des personnages de Kirby sous les crayons de John Byrne. Et je sais pas pourquoi son Spider-Man, il m'a toujours manqué quelque chose. Je ne saurais pas dire quoi. Peut-être parce que son anatomie est finalement très classique. Est-ce que c'est la forme des yeux? Est-ce que c'est le côté un peu arrondi? Je ne saurais pas dire. Mais c'est vraiment pas la version que je préfère. Mais c'est peut-être le seul en fait chez John Byrne que j'aime le moins. Donc voilà, donc je parlais de cet équilibre entre la précision des détails, vraiment la qualité de l'ancrage, là, vraiment qui est très 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 belle. Et puis il y a toujours cette lisibilité assez incroyable à cette période. Euh, on voit que Byrne n'hésite pas, hein, vous voyez que sur le costume de Cyclope, ou ici avec le fauve, à savoir bien utiliser des aplats noirs pour caractériser les personnages, pour créer de l'ambiance. Et pour autant, ça reste d'une grande lisibilité. Il va pas surcharger excessivement les détails. Il y a des petits effets comme celui-ci ici, d'un éclairage, comme si une lampe venait d'être pointée. Donc il va créer ces ombres
là sur le visage pour donner presque un côté un peu horrifique. C'est un truc que faisait aussi très bien Michael Golden, que j'aimais beaucoup, et qui rajoute un petit peu à l'ambiance. Et là, on commence à voir que, voilà, notamment ce personnage féminin, ici en l'occurrence Jane Grey, qui sont de plus en plus beaux, parfaitement stylisés. Là, on est dans l'épisode avec Proteus, qui va donner lieu à quelques délires visuels, cette image de Storm par exemple, et ce travail aussi sur les effets. Ça, c'est un autre truc aussi que j'aime beaucoup chez Burn, c'est que là où aujourd'hui on pourrait très souvent se remettre à la colorisation pour aller chercher, pour aller travailler des effets d'éclair, des effets d'énergie. À l'époque, vraiment, Burn faisait, alors pas que lui, mais lui savait vraiment bien le faire aussi, tous les effets un petit peu directement à l'ancrage, ou en tout cas étaient dessinés, notamment ces petits effets-là d'énergie, un petit peu comme ça, j'allais dire avec le côté un peu épais du crayon, et bien ancré aussi derrière, et ça me faisait penser à ce qu'a faisait John Romita Jr. aussi, plus tard, quand il représentait des flux d'énergie dans Iron Man ou chez Thor, etc. Donc voilà, l'épisode Proteus, un beau délire visuel avec cette réalité qui est distordue un peu, j'allais dire à la Dali. Et aussi, comme je vous le disais, un storytelling assez chargé, d'autant que Chris Claremont avait quand même tendance à avoir et des bulles et des captions assez bavards. Mais là, en l'occurrence, ça reste toujours extrêmement lisible. Et c'est un vrai challenge parce que quand vous y regardez de plus près, on est dans un découpage ici à 9 cases, hein, le fameux gaufrier qu'adore Tom King. Et lorsque vous avez encore autant de texte, ça nécessite quand même de bien réfléchir à ces angles, au positionnement. On a quand même certains détails ici, ou que ce soit sur les textures du corps ici de Proteus, qui sont quand même assez travaillés. Je suis toujours fasciné par cette capacité qu'ont ces artistes à finalement arriver à ce degré de texture et de détail sur cette échelle, et arriver à parfaitement se projeter et comprendre, ou en tout cas anticiper, qu'une fois réduite, eh ben, ce sera parfaitement lisible. Voilà, moi pour m'être déjà essayé à l'exercice, c'est une vraie catastrophe à chaque fois, parce qu'on a tendance des fois à passer beaucoup de temps sur des petits détails comme ici et là, ou les textures sur le pull, et en fait se rendre compte une fois que c'est réduit, ben, le lecteur ne voit plus rien en fait. Et là on voit que c'est extrêmement bien travaillé. Encore une fois, le travail d'ancrage de Terry Austin est vraiment sublime. Euh, je vais essayer d'avancer un petit peu pour montrer quelques pages. Bon voilà, cette page, vous la connaissez si vous avez lu les X-Men. Alors il n'y a pas la fameuse page où on voit Wolverine sortir, le fameux plan qui terminait l'épisode précédent, où Wolverine sort on va dire de l'eau dans des canalisations, dans des égouts, et puis sort ses griffes, et on comprend que ça y est, il va contre-attaquer. Donc c'est l'épisode qui se situe juste avant. Mais c'est intéressant. Comme je vous disais, il y a des pages qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins vieilli. Là, on voit clairement qu'il y a une dégradation de l'encre. Je pense qu'il y avait aussi, en fonction des outils et de la page et de la qualité d'encre qui était utilisée, on allait avoir, comme ici par exemple, une altération. Certains noirs étaient moins profonds, il y avait ça tirait un petit peu vers du bleu, du violet. Donc voilà, mais ça reste quand même euh, vraiment une très 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 belle démonstration. Ben voilà, cette page, vous parlez d'effets dessinés, enfin cet effet un peu de tornade d'énergie derrière, extrêmement bien travaillé. Les reflets sur le costume de Jane Grey, j'ai toujours trouvé ça extraordinaire. En tout cas, j'aimais beaucoup la façon dont il le faisait. Ça aussi, c'est un autre point, c'est la simplicité, l'efficacité des effets chez John Byrne. Que ce soit sur Colossus, que ce soit là ici par exemple sur la visière de Cyclope. Alors là, voilà, une page qui va donner un bon exemple de travail sur les textures. Cette page, elle est magnifique. Elle est magnifique parce que en fait, d'autres artistes ont fait ce type de pin-up. Je pense notamment à Jim Lee dans un épisode sur Genosha, où on voyait tous les X-Men comme ça sur une espèce de plateau. Et ce qui est intéressant avec Byrne, c'est que en fait, il y a vraiment du langage dans les corps, en fait. Claremont a donné des pensées, des paroles à tous ces personnages-là, et Byrne, en fait, derrière, arrive vraiment à leur donner une dynamique de pose, à jouer aussi sur les contrastes avec Nightcrawler qui est dans un sens, Beast qui est dans un autre. Même chose pour Wolverine qui va se tourner
dans un sens, et Ororo qui, elle, va encore avoir une autre ouverture, ce qui fait que le groupe est bien composé. Il y a une notion en plus de progression de taille qui est vraiment intéressante, et en même temps, ils sont tous dans des postures totalement différentes qui montrent la surprise de cette téléportation et qui donne quelque chose d'assez dynamique dans ce qui pourrait être totalement statique. Et je vous parlais de texture. Encore une fois, que ce soit la technologie, les différents aliens. De toute façon, j'adore aussi comment Burn à chaque fois faisait de la technologie très futuriste avec finalement un travail sur des assez simple, hein, mais d'une grande qualité, hein, sur voilà, cette cohabitation entre des détails ici qu'on retrouve, et puis en même temps des zones très, très épurées. Ces effets métalliques aussi qui fonctionnaient vraiment bien. Donc voilà, et ces textures-là, que ce soit ici les bras de Wolverine, ou encore une fois la visière de Cyclope, je trouve que c'est quelque chose dans lequel il excellait sans surcharger à outrance ses dessins. Et là, alors voilà, le combat assez mythique contre différents personnages, en tout cas contre la garde des Shi'ar, en fait. Donc évidemment, il n'y a pas tout le combat, parce qu'il y a quand même un épisode assez culte et avec quelques planches, mais ça vaut vraiment le coup. On arrive un petit peu plus tard avec cet épisode flashback qui résumait un petit peu, qui se passait après, attention spoiler, la mort de Jean Grey, en tout cas la première, ou je sais plus combien de morts elle a eu, mais bon, en tout cas c'était la première, et qui résumait un petit peu tout ce qui s'était passé avant, et qui permettait au lecteur de revenir. Voilà, cette page-là, je pense que tout le monde a tripé dessus à l'époque, en voyant, alors encore une fois, un truc assez classique dans l'histoire, puisque c'est les X-Men qui s'entraînent, mais quel travail, quelle composition, quelle capacité à donner, à présenter et isoler en fait différentes actions, en plus avec encore une fois beaucoup de texte. Voilà, une autre apparition d'Alpha Flight que j'avais bien aimé, avec le fameux Wendigo euh, qui ressemblait à Sasquatch d'ailleurs. J'avais un peu de mal quand j'étais gamin, que je l'ai lu. Je me suis posé la question, j'avais dû revenir dessus, et en fait c'est heureusement qu'il y avait la couleur pour les distinguer, mais c'est vrai que les designs étaient assez proches. Et je me suis toujours demandé euh, si Byrne avait designé le Sasquatch avant, et après du coup avait fait le Wendigo après. Enfin voilà, en tout cas c'était une histoire plutôt cool. Et ce que j'avais bien aimé en fait, c'est que justement notamment dans cette page-là, ça montrait une autre facette. Alors je connaissais pas encore beaucoup les X-Men, mais on voyait déjà que Wolverine était un sacré guerrier, avec un côté très sauvage. Et pourtant, dans cette scène-là, il témoignait d'une humanité à l'égard de Harfang qui était vraiment intéressante. Donc ça montrait déjà un petit peu la complexité et les couches qu'avait le personnage. Là, encore une fois, des épisodes hyper cultes. Days of Future Past, l'épisode qui permet en fait à une Kitty Pryde, Kate Pryde en l'occurrence, un peu plus âgée, de projeter son esprit dans le corps d'une Kitty Pryde jeune. Cette planche est magnifique aussi. Pour essayer de prévenir en fait dans le passé un événement qui serait de nature en fait à complètement assombrir et rendre totalement désespéré le sort des mutants. Bon, c'est un arc extrêmement connu des X-Men, et j'espère que vous l'avez lu. Mais voilà, ces quelques planches, encore une fois, ça correspond, et j'ai vraiment eu de la chance à ce moment-là, parce que moi j'étais plutôt lecteur de Strange, et j'avais eu l'occasion d'acheter des spéciales Strange, et j'avais pu commencer directement par ces épisodes-là qui étaient collectés à l'époque. En fait, il y avait 3 spéciales Strange qui étaient collectés, ou 2, je sais plus, bref. Et donc j'avais directement commencé par des épisodes de John Byrne, et notamment par ces épisodes-là. Donc c'était un très très grand kiff de voir ça. Et c'est aussi pour ça que cette artiste édition est passionnante, parce que j'ai retrouvé à la fois la nostalgie de ces premiers épisodes, mais en même temps, je trouve que la qualité du dessin de John Byrne ne vieillit pas. Et c'est vrai que c'est une vraie question qu'on peut se poser sur le style de John Byrne. Est-ce qu'il est très ancré finalement années 80? C'est quelque chose qu'on peut penser de Georges Pérez. Moi j'aime beaucoup Georges Pérez, mais c'est vrai que son style de dessin, qu'on a découvert notamment avec les Teen Titans, ou avec après plus tard les Avengers, etc., pouvait paraître très, en tout cas pour des jeunes lecteurs, être qualifié d'un peu plus vieillot, ou en tout cas ancré vraiment dans les années 80. John Byrne, c'est quand même la quintessence des années 80.
dans une certaine mesure, hein. C'est pas un artiste qui après dans les années 90 ou 2000 a pu produire, des œuvres qui ont suffisamment marqué. Beaucoup de lecteurs s'en sont éloignés, alors pour différentes raisons. Son style de dessin aussi a un petit peu évolué. Donc c'est pour ça que souvent on cite, cette période-là comme étant son pic, en tout cas la période de référence pour tous les artistes, et tous les lecteurs qui ont aimé, John Byrne. Mais c'est vrai que, je trouve que son style, n'a pas vraiment vieilli. Certes, par rapport à ce qui est la tendance aujourd'hui ou par rapport à l'introduction notamment de codes de l'animé, du manga et cetera, on est loin de ça, clairement. Donc, des lecteurs aujourd'hui qui vont aimer, des dessinateurs comme, Ryan Otley ou, hem, Chris Samnee peut-être aussi, mais aussi, Daniel Warren Johnson et tout vont peut-être pas se retrouver dans du John Byrne. Mais cette couverture, culte. Mais je trouve qu'en fait, ça ne vieillit pas. Ça ne vieillit pas au sens où, artistiquement, ça reste, vraiment d'un très bon niveau, au sens classique comics pur et je pense que c'est là aussi, où en fait, on peut se dire aussi que John Byrne est un peu le choc visuel, pour comparer, avec un autre artiste pour le coup dans les années 90, c'était Jim Lee. C'est-à-dire que dans l'histoire des X-Men, il y a eu ces 2 artistes-là qui à un moment donné ont posé une espèce de maître étalon qui demeure encore aujourd'hui et les 2 en fait avaient pour moi, la particularité d'être à la fois des artistes qui avaient, quand même un certain ancrage dans le passé. C'est-à-dire que clairement Jim Lee, avait quand même, je pense bien regardé ce que faisait John Byrne. Il avait réussi à se le rapproprier et puis à le travailler avec son style. Donc il y avait une espèce de continuité un petit peu entre les 2 selon moi et en même temps, Jim Lee a amené, une modernité, alors avec les avantages et les inconvénients, mais une certaine modernité quand même dans le design et dans ce style comics assez classique et on l'a vu après. Finalement, si on regarde, les X-Men de Jim Lee ou les X-Men, ou les Batman de Jim Lee, ça reste un style de comics super-héros classique, certes très, vitaminé, très moderne, très travaillé et cetera, mais qui reste classique. Et ben John Byrne, c'était un peu l'époque, c'était un peu la même chose et là où en fait, je trouve par rapport à d'autres artistes qui, peut-être ont et qui pourtant étaient des très bons artistes, hein, comme Ron Frenz aussi que j'aimais beaucoup, des artistes comme ça très, très connus dans les années, 80, en tout cas qui avaient, vraiment une bonne cote. Hem, je trouve qu'en fait John Byrne, est moins marqué par son époque. En tout cas, son style, aujourd'hui, par exemple, recolorisé, dans un style un petit peu plus moderne, je pense que passerait vraiment super bien, et ne choquerait pas forcément. Après, le problème, c'est effectivement, il était dans des séries avec une narration, avec, des bulles, des captions et cetera qui sont plus trop comme on fait aujourd'hui, mais en termes de dynamisme, en termes d'impact, en termes de qualité des dessins, des détails, même les designs en fait, même ces designs futuristes ne font pas trop, ne font pas rétro, je trouve. Donc fonctionnent encore aujourd'hui. Ces décors aussi étaient toujours extrêmement bien travaillés. Il y avait quand même, on avait l'impression qu'avec John Byrne, vous pouviez balancer, voilà, une forêt, c'était extrêmement bien rendu. Un vaisseau spatial, c'était extrêmement bien rendu. Enfin, voilà, il y a ça et puis il y a ce que je vous disais, hein, ces visages, très, très beaux, ces personnages, très iconiques, en fait, représentés dans ce qu'ils avaient de mieux. Donc voilà, donc c'est une artiste, une édition, que vraiment j'ai adoré redécouvrir, bon qui se trouve, hein, mais qui effectivement, comme je vous le disais, est quand même, reste dans des prix quand même assez élevés. Hem et c'est vrai que par rapport à des omnibus, à 90 € ou qui ont beaucoup plus de pages, là, c'est vraiment le plaisir, par rapport qu'on va prendre en fait à regarder un petit peu la technique du dessinateur et cetera. Donc, c'est pas un achat, j'allais dire indispensable si ce qui vous intéresse, c'est l'histoire, et le récit. Donc ça s'adresse vraiment plus aux personnes qui ont envie de regarder plus précisément le travail, du dessinateur. Donc voilà, bah, écoutez, j'ai une autre artiste édition, qui est, celle de Jim Lee aussi et puis j'ai le format un petit peu plus petit, qui s'appelle les Artisans éditions, donc qui sont en fait l'équivalent de ça, mais en format un petit peu plus réduit, sur tout un tas d'autres, œuvres différentes parce que, comme je vous disais, comme c'est quand même assez cher,
c'est plus simple des fois de se rabattre sur les artisans éditions qui sont plus à entre 40 et 50 euros. Donc voilà, si ça vous intéresse, et n'hésitez pas à me dire pour qu'on reparcourt ensemble quelques œuvres comme ça. Voilà, je voulais sur une dernière double splash page, enfin double page, pardon, que je trouvais vraiment chouette. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de John Byrne, si vous aimez ce style, cet artiste, en tout cas à l'époque ou aujourd'hui encore. Qu'est-ce que vous aimez aussi chez lui? C'est vrai que moi je suis un peu fétichiste des visages en ce qui concerne John Byrne, parce que je trouve que c'est vraiment ce que je préfère. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ça, et puis je vous donne rendez-vous pour une très prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi, mais parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu compliqué pour moi d'articuler le travail et cette chaîne de vidéos. Mais bon, on verra bien, avec un peu de chance, un petit peu de temps qui se libère, et je pourrai vous présenter autre chose. Voilà, merci, à très bientôt, ciao.